Radio Clamart. Radio Clamart, bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 juin 2012 et c'est Enfant Radio Clamart. Voilà cette émission animée par les enfants de la classe de CM1 en compagnie de leur institutrice Stéphanie. Une émission un peu spéciale, nous avons un invité particulier aujourd'hui. Je vais laisser se présenter avec Madi qui va nous poser les premières questions. Tout va bien Madi ? Oui. Ça va ? T'es prête ? Nous avons qui aujourd'hui ? Parmi nous ? J'aime. Voilà, que tu connais bien je suppose. Oui. Je t'écoute. Merci beaucoup d'être venu. C'est avec un grand plaisir que nous allons vous interviewer. Depuis combien de temps faites-vous les émissions C'est pas sorcier ? Alors bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être accueilli ici dans les studios de cette radio, de vous voir tous avec un grand sourire comme ça. Ça fait très plaisir. Ça fait longtemps qu'on fait C'est pas sorcier. Quel âge vous avez ? 9-10 ans. Eh ben, ça avait commencé avant que vous naissiez, puisqu'on a commencé C'est pas sorcier en septembre 1994. Alors d'un seul coup, je vois vos yeux et je dis « Oh, mais qu'il est vieux !» Voilà, ben oui, en 1994. Et moi j'étais un jeune préadolescent et je vous regardais déjà à l'époque. Voilà, merci beaucoup. Non mais c'est vrai, ça me rappelle quelques souvenirs. Donc Jamy en effet qui est journaliste, auteur, animateur, que vous connaissez, vous le voyez à la télé régulièrement, qui anime de nombreuses émissions de vulgarisation scientifique, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, absolument. Dont en effet le célèbre C'est pas sorcier, voilà, sur France 3 depuis 1993 exactement, 93-94, voilà, ouais. on est bien là. Et ainsi que Incroyable Expérience depuis quelques temps. Tout à fait. Qui passe un lundi par mois en première partie de soirée. Absolument. Sur France 3. Ouais. Donc voilà, en compagnie de nos jeunes journalistes, reporters en herbe. Et on va continuer avec les questions. Ils ont préparé une belle interview. Et puis en effet, on est ravis de vous accueillir ici. On continue, Madi. Ou les autres. William, allez. Pardon, excuse-moi. Voilà, je commence mal. Vas-y, on t'écoute. Qui a eu l'idée de créer C'est pas sorcier ? Alors, comment C'est pas sorcier est né ? Vous l'avez dit tout à l'heure, on dit C'est pas sorcier, c'est né en 1993-1994. Effectivement, en 1993, il y avait déjà une émission que je présentais avec Fred, qui s'appelait C'est pas sorcier, qu'on avait déjà baptisé C'est pas sorcier, mais qui ne ressemblait pas du tout à celle qui existe aujourd'hui. C'est une émission de science un petit peu classique. Vous m'arrêtez si je dis des mots un petit peu trop compliqués. C'était une émission dans laquelle on était tous les deux avec Fred dans un studio comme ça, et puis on recevait un invité, en général un scientifique, et puis il y avait des reportages qu'on voyait sur tel ou tel sujet. Et puis avec Fred, à chaque fois qu'on arrivait à la fin de l'émission, on se regardait, on se disait mais t'as appris plus de choses qu'avant ? Et très souvent, on se disait, non, on avait un invité qui était certes très très intéressant, mais c'était en général un scientifique de haut niveau. Et en une dizaine de minutes, comme ça, d'entretien, d'interview, on n'avait pas assez de temps pour comprendre les choses. Et donc avec Fred, on a commencé à réfléchir à une émission qui nous permettrait, à vous et à nous, de bien comprendre les sujets que l'on aborde, de bien comprendre comment fonctionne le soleil, de bien comprendre ce que c'est que le pétrole, de bien comprendre comment fonctionne notre organisme. Voilà, c'est né comme ça, C'est pas sorcier, avec une envie de faire une émission pour que les gens comprennent, les téléspectateurs comprennent les sujets scientifiques. Voilà. Et puis, toute cette préparation, cette création, ça avait démarré au mois de janvier, on avait commencé à réfléchir, et puis ça a duré 4-5 mois, comme ça, de préparation. Et puis, il s'est trouvé qu'au même moment, il y avait le directeur de la chaîne de télévision pour laquelle on travaillait, qui lui aussi voulait une émission pédagogique. Et donc, on s'est croisés à ce moment-là, et C'est pas sorcier est né. Donc, on a réfléchi l'un et l'autre. On voulait qu'il y en ait un qui soit sur le terrain, qui montre les choses. Ça, c'est Fred. Et puis, un autre qui soit dans un endroit, une sorte de laboratoire, pour expliquer. Alors, on n'avait pas l'idée du camion à ce moment-là. Et c'est un troisième auteur. Je ne sais pas, quand vous regardez C'est pas sorcier, c'est toujours écrit. Il y a d'abord une émission proposée par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Bernard Gonner. Et Bernard Gonner, c'est celui qui a inventé le camion. Voilà. Et qui a ramené Marcel dans l'équipe. Voilà comment est né C'est pas sorcier. Mais ça se passe vraiment dans le camion ? C'était ma petite question. C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que votre camion existe ? Oui. Alors, ce camion, il existe. Alors, mais on ne s'en sert pas tout le temps. On s'en sert pas tout le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un énorme camion
et qu'il ne passe pas partout. Juste pour vous raconter une petite anecdote, vous avez tous vu alors l'ancien générique de C'est pas sorcier. Vous savez, on voit le camion qui roule sur une route un petit peu déserte, on a l'impression d'être aux États-Unis, on n'est pas du tout aux États-Unis, on est en France, on est dans l'Aubrac. C'est un endroit, on avait choisi un endroit où on voulait pas du tout qu'il y ait de poteaux, de fils télégraphiques, de fils électriques. C'est un endroit totalement désert, enfin désert. Il y a des villages, mais il n'y a aucune infrastructure qui puisse gêner l'image. Et donc, quand on a tourné cette séquence, on avait besoin du camion, donc le camion est venu nous rejoindre, sauf que on l'a attendu longtemps parce que le camion n'arrivait pas à passer sous les ponts ou à prendre des petites routes. Donc, vous voyez, on ne peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'il ne passe pas partout, il est trop gros. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a reconstitué la remorque du camion. Et pendant 17 ans, eh bien, je me suis installé dans la remorque de ce camion, voilà, le plus souvent dans cette remorque reconstituée que dans le vrai camion. Voilà, mais ce camion existe. Bien. C'était Kylian, c'était pas William, pardon. Prochaine question. C'est à qui? Jamy, qu'est-ce que vous a donné envie d'être dans cette émission? Non, c'est pas sorcier. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au début. C'est ce qui a justifié aussi la création de C'est pas sorcier, c'est l'envie à un moment donné. Moi, je ne suis pas scientifique au départ. Je suis journaliste. Mais je m'intéresse. Quand je m'intéresse à un sujet, j'ai envie de le comprendre. Et quand j'ai commencé à travailler sur des sujets scientifiques, je ne comprenais pas tout. Et ma première envie, c'était de comprendre les choses pour ensuite transmettre. Voilà. Parce que quand on comprend quelque chose, on prend du plaisir. Et voilà. Et moi, ça me faisait plaisir d'apprendre. Et je voulais transmettre ce plaisir aux téléspectateurs. Vous dites que vous êtes journaliste. En effet, vous avez même reçu un prix en 1990. Oui. Un reportage qui n'est pas du tout scientifique, qui concernait les maternités roumaines, c'est bien ça? Absolument. C'était un prix, le prix du jeune reporter qui concernait... Alors, ça nous replonge dans une histoire encore un peu plus ancienne. C'était en 1990. Je ne sais pas si vous avez appris en histoire un petit peu... En CM2, on fait de l'histoire. En CM1, est-ce qu'on fait un petit peu d'histoire? On parle pas. Est-ce qu'on parle de la chute du mur de Berlin? Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Oui, vous avez déjà fait? Voilà. C'était à une époque où le monde, la planète était séparée. Il y avait deux camps, si vous préférez. Il y avait le camp de l'Est et puis il y avait le camp de l'Ouest. Voilà. Et à un moment donné, ce système s'est écroulé, a cessé de fonctionner. Voilà. Ces deux blocs qui se menaçaient ont arrêté de se menacer. Ça, c'était en 1989. Il y a un mur à Berlin qui symbolisait un petit peu cette lutte qui s'est écroulée. Et il y a plein de pays qui se trouvaient à l'Est qui ont changé de régime politique. D'accord ? C'était des dictatures par endroits et ce sont devenus des régimes. Ils ont essayé d'avancer vers la démocratie. Et il se trouve que moi, j'étais jeune journaliste, je commençais juste mon travail et j'avais quelques amis qui étaient justement, qui habitaient dans ces pays de l'Est, qui m'ont appelé, c'était au mois de septembre-octobre 1989, et qui m'ont dit, il est en train de se passer des choses. Alors je me suis acheté une caméra, je ne savais pas m'en servir. Et puis je suis parti, d'abord en Allemagne, à Berlin, où j'ai assisté à la chute du mur, que j'ai filmé. J'ai fait mon premier reportage, qui a été diffusé à la télévision sur la chute du mur. Et puis ensuite, il y a eu tous ces pays qui ont changé de régime, et notamment en Roumanie. Et j'ai assisté donc à la chute du régime c'était un monsieur qui s'appelait Ceausescu. Donc j'ai assisté à la chute de son régime. J'ai fait un premier film. Et puis là, en discutant avec les gens, on m'a dit qu'il y avait des endroits, c'était un pays... Vous me dites hein, si je vais trop loin aussi. C'était un pays où les gens étaient très pauvres et tellement pauvres que les parents ne pouvaient souvent pas élever leurs enfants. Et donc, c'est terrible ce que je vous raconte, mais c'est que souvent, les parents étaient obligés d'abandonner leurs enfants dans des orphelinats. Et on m'a raconté cette histoire. Et je suis allé dans ces orphelinats. Et j'ai découvert des endroits terribles. Terribles, parce que dans ces orphelinats, on ne s'occupait pas des enfants.
J'ai vu des enfants de votre âge qui étaient dans une détresse terrible. Et donc j'ai voulu filmer, raconter l'histoire de ces enfants, d'où ils venaient, comment on pouvait les mettre dans des orphelinats comme ceci. Même parfois, on prétendait qu'ils étaient malades mentaux, alors que ce n'était pas vrai. Et on les mettait dans des orphelinats pour malades mentaux, et là, c'était terrible. Et donc, j'ai raconté cette histoire, j'ai essayé de découdre un petit peu ce système, et ça a été... donc, c'est ce film qui a été primé. Voilà. Très bien. Prochaine question. Mes amis, par curiosité, quelle sera votre prochaine émission de C'est pas sorcier? Alors, eh bien écoute, hier soir, avant de quitter mon bureau, j'étais en train d'écrire des manips, des expériences que l'on va faire dans un C'est pas sorcier qui va être consacré à l'équilibre. Alors l'équilibre, vous avez sûrement vu ça, est-ce que vous avez entendu parler des longliners ou des slackliners? Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, moi non plus. Je vous explique, c'est une nouvelle activité un petit peu qui sort qui vient des sports de rue un petit peu. Vous savez, on tend une espèce de corde, une bande, tu vois, qui peut être à 50 cm, 1 mètre, 2 mètres de hauteur. Et puis, on marche dessus. On essaie de tenir en équilibre. On essaie de faire des figures. Alors, de temps en temps, eh ben, ces câbles, ils sont à 50 cm de hauteur. Parfois, ils peuvent être plus hauts. Parfois, ils traversent une rivière. Parfois, ils traversent un canyon dans le sud de la France. Et donc, on a fait toute une émission pour expliquer comment on peut rester en équilibre sur ces... comment on fait pour faire de la slackline ou de la long line. Et donc, ça nous a permis d'expliquer pourquoi on tenait debout, pourquoi je tombe pas, c'est quoi le centre de gravité, pourquoi parfois les funambules utilisent une grande barre pour se maintenir en équilibre. On a expliqué aussi comment, dans notre organisme, on avait des équipements, entre guillemets, pour rester en équilibre. Plein de petites choses comme ça autour de l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que le vertige, etc., etc. Voilà, ça c'est l'une des prochaines émissions que nous allons tourner. On va en faire une autre sur... on était allé il y a quelques années à La Réunion, sur l'île de La Réunion, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien. Et on y retourne pour faire une émission sur les requins. On va faire un truc exceptionnel. Vous savez qu'à La Réunion, il y a des requins. Et des requins tigres qui sont qui font partie des requins dangereux. Il y a de plus en plus d'accidents avec les surfeurs notamment. Et les scientifiques ont voulu savoir d'où venaient ces requins. Parce que les requins sont là, mais on ne sait pas s'ils sont là en permanence, s'ils viennent de temps en temps. Donc, ce que l'on va faire, on va participer à une mission scientifique qui va pêcher des requins. Donc, on va être avec eux. On va sortir un requin tigre de l'eau. On va l'amener sur le bord du bateau. On va lui fixer une petite puce. Et puis on va le relâcher pour pouvoir le suivre, pour pouvoir savoir au fil des années si c'est un requin qui séjourne en permanence ici ou si ce sont des requins qui viennent d'ailleurs et qui ne sont là que de passage, pour comprendre un petit peu mieux leur comportement. Et c'est en comprenant le comportement de ces requins qu'on réussira à mieux protéger les surfeurs qui font du surf autour de La Réunion. Voilà. Et puis on en fera d'autres, il y en a d'autres sur La Réunion, on va refaire une émission sur le volcan, on va refaire une émission sur le moustique qu'on va tourner là-bas. Voilà. C'est des émissions qui fonctionnent encore bien. Enfin, il y a au niveau de l'audimat, est-ce que c'est constant depuis maintenant plus de 15 ans là ou Non, ce n'est pas constant. C'est une émission qui a très 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 bien fonctionné jusqu'on va dire dans les années 2005, 2006, 2007, voilà, c'était une émission. Et puis, vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, le paysage audiovisuel a un petit peu augmenté, et un peu explosé même. Il y a de plus en plus de chaînes avec la TNT, avec le câble, avec le satellite. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut se partager un petit peu l'audience. Voilà. Et bon, C'est pas sorcier, c'est une émission de vulgarisation scientifique, une émission de contenu, donc c'est une émission qui souffre un petit peu de ce contenu parce qu'on va plus vers les émissions de divertissement que vers les émissions de contenu. Mais bon, c'est une émission qui est toujours là, qui a toujours son public, qui essaie d'évoluer aussi. Et puis, comme je le constate, qui fonctionne toujours dans les écoles, qui est un excellent support pédagogique.
Est-ce que c'est vous qui fabriquez les maquettes? Est-ce que c'est moi qui Fabrique les maquettes? Alors non, ce n'est pas moi qui fabrique les maquettes. Mais alors, les maquettes, elles sont fabriquées tout près d'ici. Elles sont fabriquées à moins d'1 kilomètre d'ici. Il y a un maquettiste, il s'appelle David. C'est lui qui est là depuis le début. Alors quand on fait une émission, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment on fabrique une émission. On choisit un thème, les requins par exemple. On choisit l'endroit où on va aller et puis on commence avec un journaliste, on travaille avec un journaliste qui va enquêter, qui va essayer de savoir un petit peu ce que l'on peut faire autour de ce thème, ce qu'on va expliquer sur les requins, d'où ils viennent, pourquoi, enfin tout ce qu'on veut savoir sur ce thème-là, ce que c'est comme animal, quelle taille il fait, pourquoi il est ici, enfin, etc. Toute son anatomie, son métabolisme, enfin toutes les choses qui tournent autour du requin, les différentes familles de requins, les différentes espèces. Donc ça, c'est le journaliste qui fait son travail et qui écrit toutes ces choses les unes à la suite des autres. Et puis en les écrivant, on travaille ensemble, on se dit, ah mais tiens, là pour bien comprendre, il faudrait qu'on ait une maquette. Alors on se dit, tiens, là, on va faire une maquette qui va expliquer ça. Ensuite, avec un collaborateur, on fait un dessin qui représente ce que l'on veut montrer. Et ensuite, on donne le dessin au maquettiste, et le maquettiste, avec tout son talent, il va fabriquer la maquette. Voilà. Et donc c'est David Mahé, qui travaille à 2 pas d'ici, qui fabrique les maquettes depuis 18 ans. On pourra l'inviter un jour, ce serait sympa. Ah oui. On ferait des belles maquettes pour l'école. Absolument. Ensuite, Kylian. Combien d'épisodes de C'est pas sorcier avez-vous tourné? Bon, il y en a, je ne sais pas tous compter, à une époque on les comptait, je crois qu'on est à on doit être aux alentours de entre 530 et 550. Voilà. Beaucoup. Ça fait beaucoup d'émissions. Ouais. Quel est votre pire souvenir et votre meilleur souvenir dans les tournages? Le pire et le meilleur, c'est ça? Alors, on va commencer par le meilleur. Le meilleur, c'était... bon, vous avez vu que normalement, je suis dans le camion, mais de temps en temps, Fred ou Sabine acceptent que je les accompagne à l'extérieur. Et il y a 10 ans, on a fait une émission sur les volcans. Vous l'avez peut-être vu, cette émission. C'est une très, très belle émission. Je vous invite et j'invite votre institutrice à regarder cette émission sur les volcans parce qu'elle est vraiment géniale, parce qu'on comprend comment fonctionne notre planète, comment fonctionne la Terre. Et la géologie, c'est une science merveilleuse. Et on a donc décidé de faire une émission sur les volcans. On est allé en Sicile. Donc vous voyez, la Sicile, c'est au sud de l'Italie. Là, c'est une grande île qui est au sud de l'Italie. Et là, il y a un volcan parce qu'on voulait voir un volcan actif. Et au large de la Sicile, alors il y a l'Etna, qui est un volcan qui est toujours actif, qui était endormi, en sommeil, quand on y est allé, quand on a décidé de faire l'émission. Et puis autour de la Sicile, il y a des petites îles qu'on appelle les îles éoliennes. Et il y en a une où il y a un volcan qui s'appelle le Stromboli, qui est en permanence en activité, où on peut aller au Stromboli. Si vous allez au Stromboli, vous aurez la possibilité de grimper sur le volcan le soir, et puis le soir, vous pouvez assister à des éruptions. Vous voyez, régulièrement, le volcan entre en éruption, et on voit des petits jets de lave comme ça qui sortent, il y a des fumerolles, c'est très joli. Donc notre objectif, c'était de voir ça. Mais avant, on voulait voir l'Etna. Alors on est parti en Sicile, on a grimpé sur l'Etna, on est allé voir l'énorme bouche, l'énorme cratère duquel sortait la lave. Il y avait des fumées, on avait des masques, c'était déjà très très beau. Et puis juste avant de partir, on est resté pendant 3 jours, et le dernier soir, on rencontre un volcanologue, et on lui dit, mais là il y a des fumerolles, quand est-ce qu'il va se réveiller? Et il nous dit, ça ne devrait pas tarder d'ici... Alors, je pense que dans le mois qui vient, il devrait se réveiller. Puis on discute un petit peu plus, je dis, ouais, un mois. Il dit peut-être même la semaine prochaine. Et puis tout en discutant, il dit, je pense que ça va être dans 3 ou 4 jours. Bon, tant pis pour nous, on repart. Il était tard, on s'est arrêté dîner au restaurant, et je lui avais laissé mon numéro de téléphone, et je lui avais dit, s'il se passe quelque chose, tu m'appelles. Et juste avant de partir, on faisait traîner au restaurant parce que on sentait qu'il y avait quelque chose. Et juste avant de partir, je reçois un coup de téléphone. Il me dit, ça y est, c'est parti, venez me rejoindre. Donc on est remonté dans les voitures, on est parti avec lui.
On est monté avec lui au pied du cratère du volcan. On s'est mis à l'abri et là, on a assisté au réveil du volcan. Et c'était extraordinaire. On était à 500 mètres de la bouche du volcan et on a vu la lave sortir. Et on est jusqu'au moment où il y a, dans une éruption volcanique, dans une éruption de ce type de volcan, il y a ce qu'on appelle le paroxysme. C'est le moment où on a un jet de lave. On croirait un chalumeau. Vous avez déjà vu un chalumeau, une flamme qui sort. Ça fait un bruit. On a l'impression que la terre respire. Et on a une flamme, enfin un jet de lave qui monte au-dessus du cratère. Il faut imaginer un cratère de 500 mètres de hauteur. Et le jet de lave, il fait lui aussi 500 mètres de hauteur. Vous vous rendez compte? Un jet qui monte tout droit de lave de 500 mètres de hauteur. On sentait la chaleur de la lave, on sentait l'odeur de soufre du volcan. C'était merveilleux. Ça a duré pendant toute la nuit quasiment. Et le lendemain matin, on avait tous très mal au cou parce qu'on a passé la nuit comme ça, allongé comme ça, à regarder ce... Voilà, ça c'est le plus beau souvenir de C'est pas sorcier. Il faut organiser une sortie sur un volcan, Stéphanie, avec les enfants. Ça peut être sympa. Ça c'est le plus beau. Voilà. Et le moins beau, le moins beau. Il n'y a pas de... Toutes les émissions qu'on a fait dans C'est pas sorcier sont intéressantes. Pour moi, le plus désagréable, je vais dire, c'est un jour, on avait fait une émission sur l'air, pour savoir comment l'air se comporte. Et quand on fait une émission sur l'air, on se dit, bah tiens, l'air, c'est un matériau qu'on a tous à notre disposition autour de nous. Donc, on va faire des expériences qu'on va organiser avec des ventilateurs, avec voilà, des outils qu'on a à notre disposition. Voilà, on pouvait faire toute l'expérience avec un matériau qu'on a à notre disposition. Donc avec David, le maquettiste, on avait donc imaginé des maquettes et on avait testé les maquettes dans son atelier. C'était en hiver et dans son atelier, il fait un petit peu froid, il faisait 14 degrés dans son atelier. D'accord ? Donc on avait tout réglé, toutes nos maquettes, pour qu'elles fonctionnent telles qu'on les avait testées dans son atelier. Et puis quand on est arrivé dans le studio, quand on a commencé à faire les expériences, moi dans le camion il fait beaucoup plus chaud, il fait plutôt 30 degrés que 14 degrés. D'accord ? Sauf que l'air, vous savez, l'air se comporte pas du tout de la même manière quand il est à 14 que quand il est à 30 degrés. L'air, quand il est à 30 degrés par rapport à 14, il se dilate, il monte, il ne se comporte pas du tout pareil. Donc, les expériences ne marchaient pas. Donc, on est resté très tard parce qu'il a fallu modifier toutes les maquettes au fur et à mesure de l'émission et on voyait le temps qui passait et on était très inquiets parce qu'on ne savait pas si la prochaine expérience marcherait. Or, quand on écrit une émission, les plateaux de Fred étaient déjà tournés, il fallait qu'on les réussisse. Donc, ça a été très difficile. On continue. Quelle a été votre émission préférée ? Alors, mais je l'ai dit, c'était l'émission sur les volcans. Sur les volcans. Mais il y en a plein. Vous savez, évidemment, on se dit, ah oui, les volcans, ça devait être bien parce qu'on était en Sicile, dans un décor extraordinaire. Mais vous savez, parfois, à 10 minutes d'ici, on est dans des endroits qu'on découvre, dans des laboratoires, dans des usines, et on fait aussi des émissions merveilleuses. Moi, j'ai fait une émission, on a fait l'année dernière une émission sur les allergies. On a tourné dans un laboratoire à 3 km d'ici et c'était aussi très passionnant de rentrer dans ce laboratoire, d'être avec des scientifiques qui vous expliquent comment fonctionnent nos allergies. On m'a fait rentrer dans une espèce de salle où on élevait des acariens pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces acariens. Donc, je suis rentré dans la salle, on ouvrait des tiroirs, on me sortait des petites boîtes, on la mettait sous le microscope, et là on voyait des foules d'acariens en train de grouiller, et on nous racontait qu'on dormait avec eux. Voilà, des petites bestioles comme ça, vous avez passé la nuit avec eux. Voilà, vous voyez, donc à chaque émission, on fait des découvertes. Quelle a été votre pire émission ? Alors la pire émission, je l'ai dit, c'est aussi c'est l'histoire de l'émission qu'on a fait sur l'air. Voilà, parce que c'était difficile, parce que, comme je l'ai dit, on avait fait des essais, il faisait froid, et dans le camion, il faisait chaud, et l'air ne se comportait pas du tout pareil. De la même manière. Kylian. Avez-vous eu peur quand vous avez fait votre première émission ? Oui, il y a toujours une petite tension. Quand on fait une émission...
Est-ce qu'il t'est arrivé de réciter des poésies devant la classe? Oui. Bon. Tu te souviens de la première fois où tu as récité une poésie? Est-ce que tu t'en souviens? Non. Mais une poésie récente, tu t'en souviens? Comment tu es quand tu récites une poésie, quand tu te lèves et que tu récites une poésie? Est-ce que ton cœur bat pas un petit peu plus vite qu'en temps normal? Si, tu ressens ça. Eh bien, la première fois qu'on fait une émission, c'est un petit peu la même chose. Parce que d'un seul coup, on se dit, oula, il va falloir que je parle, j'ai une caméra devant moi, quelqu'un, des gens qui te regardent, des techniciens, et on imagine aussi qu'il y aura après des téléspectateurs qui vont te regarder. Donc, on a un petit peu peur. On a même très peur la première fois. On a le cœur qui palpite, on est stressé, mais c'est du bon stress. Il va falloir transformer cette peur en énergie. C'est de l'énergie et il faut l'utiliser pour se donner à fond. Voilà. Et aujourd'hui encore, alors quand je fais C'est pas sorcier, non, j'ai plus de stress, mais quand je fais une émission en direct ou en public, il y a toujours un petit peu de stress, un petit peu de peur, parce que je travaille sans filet, et à un moment donné, il faut que je me souvienne de tout ce que j'ai à raconter dans l'émission. Voilà. Et je me dis, j'espère que je ne vais rien oublier. Voilà. Et j'espère que je vais faire en sorte que le public y prenne du plaisir et que tout se passe bien. Et maintenant, vous avez le trac? Pardon? Et maintenant, vous avez le trac? Pas quand je fais C'est pas sorcier. C'est ce que je disais, quand je fais une émission en direct ou quand il y a du public, il y a toujours un petit peu de trac au début. Et je ne veux pas je ne veux pas me séparer de ce trac. C'est sain d'avoir peur, un petit peu. Et je suis sûr que, tout à l'heure, je parlais de poésie. Au début, vous avez le trac, mais à un moment donné, ça y est, quand vous êtes lancé, vous vous sentez encore plus fort. Parce que le trac se transforme en énergie. C'est pas sorcier est toujours enregistré. C'est oui. Incroyable Expérience qui est parfois en direct. Alors, c'est bien ça? Incroyable Expérience est enregistré dans les conditions du direct. Donc, il n'y a pas il faut y aller. Il faut y aller aussi. Voilà. Mais quand on a fait, quand je faisais une émission avec Michel Simès, le magazine de la santé sur France 3. Là, on était en direct total. Quand on fait le Téléthon, c'est en direct. Voilà. Et puis il y a d'autres émissions au cours de l'année qui sont en direct. Et là, nous sommes en direct aussi. Voilà. Voilà. Également. Ensuite, on continue. Qui choisit les sujets? Alors, qui choisit les sujets? À la rédaction, on est 4 ou 5 permanents à la rédaction. Donc, j'ai envie de dire, il y a plusieurs façons de choisir un sujet. Il y a vous, les téléspectateurs, qui écrivez. Vous nous dites, on aimerait bien une émission sur tel ou tel thème. Donc ça, c'est déjà une première source pour trouver les sujets. Il y a les journalistes de l'équipe qui nous disent, ah tiens, je suis allé ici, ce serait bien qu'on fasse une émission sur tel ou tel sujet. Des gens qui nous écrivent aussi, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs qui nous parlent de leur métier, qui nous disent on pourrait faire une émission sur tel ou tel thème. Et puis, quand on prépare une émission sur un sujet, très souvent, en préparant cette émission, ça nous donne une idée pour en faire une autre. Par exemple, cet hiver, on a fait une émission sur les secours en haute montagne. Donc on a travaillé à un moment donné avec une équipe du PGHM, ce sont les gendarmes de haute montagne qui vont secourir les personnes qui sont en difficulté. Eh bien, ils utilisent des chiens. Et en discutant avec eux, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à faire autour de ces chiens qui sont utilisés pour le sauvetage. Parce qu'il y a plusieurs races de chiens qui sont utilisés en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on recherche. Et donc, il y a quelques semaines, on est allé tourner à l'endroit où ces chiens sont entraînés, sélectionnés, et voilà. D'une émission, on en a fait une autre. Voilà. Est-ce que Fred et Sabine sont amis avec vous dans la vie? Oui, au début, quand on a commencé C'est pas sorcier, toujours, on est toujours amis, mais c'est vrai que C'est pas sorcier, au début, c'est l'histoire c'est une amitié. Avec Fred, on se connaît depuis 1988.
Donc voilà, on se connaissait très très bien, et je crois que si on arrive à faire cette émission, c'est parce qu'on se connaît très très bien. Est-ce que vos enfants ont déjà participé à une de vos émissions? Alors, oui, l'aîné a participé à une de mes émissions. C'était une émission que l'on avait fait sur les bébés. Voilà, comment on fabrique des bébés. Et il se trouve que mon fils avait 3 semaines. Voilà, il était tout petit, tout bébé. Et pendant l'émission, eh bien, il y a un petit bébé qui est dans un berceau, juste à côté. Eh bien, c'est mon fils. Voilà. Est-ce que ça leur donne envie de faire de la télé? Non, pas forcément. C'est vrai que la télévision, ça fascine, ça vous fascine tous. Moi, ça me fascinait quand j'étais petit. Au début, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais faire de la radio. Et puis finalement, on y arrive un petit peu par hasard. Mais je crois que non, ça ne leur donne pas envie. Eux, ils considèrent, ça les fascine beaucoup moins que vous, parce qu'ils voient les choses de l'intérieur. Ils considèrent que c'est un métier comme un autre, et ils ont bien raison, c'est un métier comme un autre. Voilà. Mais en général, et ils ne se destinent pas à faire de la télévision, enfin pas pour le moment en tout cas, ils ont d'autres envies. Et aussi, ils savent que c'est un métier qui est... c'est un métier que l'on fait en permanence. C'est-à-dire que c'est très intéressant, mais on a rarement de week-end et on a rarement de vacances. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de penser à ce que l'on va faire, à ce que l'on est en train de faire, et c'est un petit peu contraignant. Est-ce que vos enfants aiment les sciences? Ben oui, ils aiment les sciences. Ils aiment les sciences, mais je ne les ai pas forcés. Je ne les ai jamais forcés à regarder C'est pas sorcier. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet... Je pense que ce qu'ils aiment plus que les sciences, c'est une façon d'aborder les choses, d'aborder un thème, d'essayer de comprendre ce que l'on est en train de voir quand on va visiter quelque chose, quand on lit un livre, quand on regarde quelque chose. C'est, je pense, ce que j'ai peut-être réussi à leur transmettre, c'est cette façon de réagir face au monde qui les entoure, à se poser des questions, à essayer d'apporter des réponses, et voilà, à essayer de comprendre. Est-ce que votre famille regarde C'est pas sorcier? Pas forcément. Ma grand-mère regardait tout le temps C'est pas sorcier. Mes parents regardent C'est pas sorcier, effectivement, mais mes enfants, pas forcément. Parce qu'ils vivent, si tu veux, ils vivent en permanence avec C'est pas sorcier. Quand moi je travaille sur un sujet, c'est vrai que on en parle à la maison, comme ça, entre deux portes. Donc, quand l'émission est terminée, bah, c'est vrai que ils ont moins la surprise, parce qu'ils savent un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Ils m'ont vu lire des bouquins, des articles, aller sur Internet. Ils savent un petit peu comment ça fonctionne. À quel âge avez-vous découvert votre passion pour les sciences? Alors, avant d'être passionné pour les sciences, j'étais passionné pour le journalisme. Le métier de journaliste, j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Quand j'avais 12 ans, j'allais en colonie de vacances, et il y avait en colonie de vacances comme ça, on faisait je sais, vous allez en colonie de vacances, et je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais nous, il y avait des équipes. Il y avait une équipe qui faisait la vaisselle, il y avait une équipe qui s'occupait de ranger tous les jeux, il y avait une équipe qui s'occupait de faire un journal. Voilà. Et moi, j'adorais faire le journal. Et je m'arrangeais toujours pour donner mon tour de vaisselle à un autre et prendre celui qui... Voilà. Et j'adorais écrire le journal de la colonie. Et donc, j'avais 12 ans et je voulais déjà faire ce métier. Quelle étude avez-vous fait? J'ai fait des études littéraires.
Et puis ensuite, j'ai fait une faculté de droit. Et ensuite, une école de journalisme. Et la science est arrivée après. Parce que comme j'aimais bien décortiquer, au début, je travaillais plutôt sur des sujets de société, ou comme on l'a vu tout à l'heure, de politique internationale. Et comme j'aimais bien décortiquer, à un moment donné, je me suis trouvé avec Fred à travailler sur une émission de science. Et j'ai eu envie de décortiquer les choses de la même manière. De dire à un scientifique, stop, je ne vous comprends pas, expliquez-moi de quoi vous parlez. Vous me parlez de cellules, la première fois que j'ai entendu parler de cellules dans le corps humain, je ne savais pas ce que c'était. Donc je lui ai dit, stop, c'est quoi une cellule? Expliquez-moi comment ça marche, la cellule. Et puis petit à petit, tout se passait très bien, et on m'expliquait ce qu'il y avait dans la cellule, comment la cellule se multipliait, ce qu'il y avait dans le noyau de la cellule, ce que c'était que l'ADN, comment l'ADN se transformait, et puis ce qu'il y avait dans l'ADN, les gènes, tu vois, et à quoi servaient ces gènes, et pourquoi j'avais des yeux, moi, marrons, et mes enfants des yeux bleus, tu vois, et pourquoi toi tu allais, etc., etc. Poser des questions, toujours poser des questions. L'important, c'est de comprendre. Quand on a compris, on est libre. C'est beau, je vais le noter. On continue. Quel genre d'élève étiez-vous? Je pense un élève normal, si je puis dire. Non, mais j'étais un élève. Je vais plutôt dire jusqu'en troisième, plutôt un bon élève. Voilà. Après, ça s'est gâté. Je suis parti en seconde. J'ai commencé en une série scientifique et là, ça s'est gâté. Voilà. Et parce que j'étais. Mais c'est très intéressant parce que finalement, à cette question, on peut faire un constat qui se passe dans notre pays et dans notre pays. Je suis parti sur une série scientifique et je voulais être journaliste. Pour moi, journaliste, c'était d'abord et avant tout une carrière littéraire. Et je séparais bien dans ma tête, comme beaucoup le font, les sciences et la littérature et la culture. On est dans un pays qui sépare les sciences et la culture. Or, la science, les sciences, ce sont des sujets culturels. Les sciences, ça fait partie de notre culture. Et c'est très, 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 très important de réintégrer les sciences dans la culture. Quand on apprend comment ont été faites telle ou telle découverte, eh bien, ça nous éveille l'esprit. Autant que lorsque l'on apprend ou que l'on lit un roman, ou que l'on découvre une pièce de théâtre, ou que l'on admire un tableau ou une sculpture. Les sciences, ça fait fonctionner notre cerveau et ça nous ouvre vers les autres. Autant que les autres thématiques culturelles. Et il faut absolument, je pense, dans les années à venir, que notre système réintègre les sciences dans la culture, parce qu'il y a de moins en moins de jeunes comme vous, garçons et filles, qui veulent aller vers des carrières scientifiques, qui veulent être techniciens, ingénieurs. Or, ce sont des métiers dont on a extrêmement besoin. Et je vous invite vraiment à ne pas considérer... Vous savez, souvent on dit que... Alors on prend... si c'est trop compliqué, vous m'arrêtez. Hein, mais souvent, on a l'impression que les thèmes, ce que je vous disais, littéraires, qui sont... Attention, je ne les conteste pas du tout. Moi-même, j'adore lire, j'adore aller au théâtre, j'adore visiter une exposition de peinture. Mais les sciences sont aussi là pour nous ouvrir l'esprit et nous faire réfléchir. Et il faut absolument réintégrer les sciences dans le grand cadre de la culture. Est-ce que quand vous étiez petit, vous étiez le premier en sciences? Je ne m'en souviens pas, mais je ne pense pas. Très sincèrement, non. Quelle était votre matière préférée? J'ai dit pendant longtemps, ça a été les matières littéraires. J'adorais le français. J'adorais les rédactions, écrire des rédactions. Je prenais un plaisir fou à écrire des rédactions. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vouliez déjà faire ce métier? Oui, je l'ai dit à 12 ans. Quand j'avais 12 ans, je voulais faire ce métier. Voilà. Et je n'ai pas changé d'avis entre 12 ans et aujourd'hui.
Avez-vous une autre passion que les sciences? Ah, une autre passion. Alors, Le sport. je cours. Bon, c'est bien. Voilà, j'aime Voilà. bien courir. Dans le bois de Clamart, peut-être. Exactement. On se croise alors? Ouais, ça, certainement, de temps en D'accord. temps. Parfois, je suis feignant quand même. Parce qu'on rappelle non, que j'ai mis Clamart, toi. J'aime bien courir. Oui. Mon autre passion, alors, il y a une chose qui me détend énormément. Bon, bien sûr, je vous ai dit, j'aime beaucoup lire, mais il y a une chose qui me détend énormément, c'est de faire la cuisine. J'adore aller faire le marché et faire la cuisine. Voilà. Avez-vous un autre métier comme astronaute ou scientifique? Comment? Avez-vous un autre métier comme astronaute ou scientifique? Ah non, ben non, non. Jamy n'est pas vous savez, astronaute. Je ne suis pas scientifique on dit souvent avec Fred, quand on essaie d'expliquer ce que l'on fait, on est des passeurs, on est un trait d'union entre des gens qui savent, qui ont la connaissance, qui sont des scientifiques, et puis des personnes comme vous, comme tous les téléspectateurs, qui n'ont pas la connaissance, mais qui veulent l'acquérir. Et ben nous, on est entre les deux pour faire le lien, pour aller chercher chez les scientifiques cette connaissance, la traduire, la mettre en forme, pour que vous puissiez comprendre. Et j'espère qu'on y arrive. Si on n'y arrive pas, faut me le dire tout de suite, profitez-en. Voilà. Qui conduit le camion? Marcel, évidemment. Oui. Je suis sûr que tu connaissais la réponse. Merci beaucoup, Jamy. Ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Eh bien, merci beaucoup. Et j'espère que j'ai été assez clair. Parfois, c'est vrai que la conversation a un petit peu bifurqué. On a parlé de thèmes qui sont... que vous n'arrivez peut-être pas forcément à imaginer quand on vous parle de culture, comme ça, vous dites, mais de quoi il nous cause? Mais vous allez voir, vous allez comprendre, mais gardez bien ça en mémoire. On peut s'amuser avec la science, et c'est pas parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'est pas bon en maths, bon en SVT, qu'on ne peut pas prendre du plaisir avec la science. Moi, je dis souvent, vous savez, on est extrêmement nombreux à aller visiter des musées. Vous êtes déjà allé dans un musée? Bon, vous avez déjà vu des peintures. D'accord? Il y a plein de gens, plein de visiteurs qui adorent ces peintures, okay, qui prennent du plaisir à les regarder. Pour autant, ce ne sont pas des peintres. D'accord? Ils ne savent pas peindre, mais ils prennent du plaisir. Ben, avec la science, c'est pareil. C'est pas parce qu'on n'est pas un bon scientifique qu'on ne peut pas prendre plaisir avec la science. Merci beaucoup, Jamy. Alors, on va faire une petite coupure musicale et si vous pouvez rester encore quelques minutes, juste le début de leur émission, parce que là, ils vont commenter l'actualité. Ils ont travaillé des sujets, notamment l'actualité dans le monde, la France, un sujet sur la culture, le futur, les animaux. Donc, on se fait une petite coupure musicale et puis on se retrouve tout de suite. Radio Clamart.